Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et envers et contre tout avec une bronchite, je vous la fais quand même et on va parler de mes flops 2025. Donc en ce dimanche 28 décembre, je vais vous présenter du coup mes 15 plus gros flops, mes 15 déceptions de cette année 2025. Donc en premier, nous avons Magicalia aux éditions Saxo et c'est de Jennifer Bell. Donc c'était une histoire qui me bottait plutôt bien, mais il y a le tome 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps et j'ai pas continué parce que j'avais pas été plus touchée que ça par le système de magie qui se repose sur les émotions. Je trouvais que c'était quand même assez compliqué de tout bien s'imaginer, de tout bien comprendre. Si vous voulez, chaque émotion donnait naissance à une créature bien particulière. Et du coup, quand il fallait qu'ils fassent appel à une de leurs créatures, il fallait qu'ils se replongent dans une des émotions pour lesquelles ils ont besoin d'appeler leur créature. Et j'ai pas vraiment adhéré, j'ai pas réussi vraiment à comprendre ce système. Et donc du coup pour moi c'était un gros flop alors que il a été énormément aimé. Le tome 2 encore plus. Donc voilà, c'est le premier flop qui va ouvrir le bal aux autres. Ensuite, nous avons un autre gros flop aussi, parce qu'il a été énormément aimé, et le tome 2 sort en 2026, c'est Impossible Créature. Là, pour le coup, c'était un problème de rythme et aussi un problème de personnage. J'avais aucune attache avec les personnages, et j'ai trouvé qu'ils étaient assez fades, et qui se voulaient un peu trop héroïques, et j'ai pas trop aimé la façon dont le jeune homme se comporte avec la jeune fille. Mais de toute façon, j'ai pas aimé la jeune fille non plus. Donc au final, voilà, c'était vraiment un gros problème avec les deux personnages. Ce qui est dommage parce que c'était un univers quand même qui était vachement bien construit. Il y avait tout un bestiaire en plus à la fin du roman. Donc c'était très sympa à voir et à se balader avec toutes ces créatures. Je suis quand même allée jusqu'au bout, là, ces 2 livres-là, je les ai terminés. Parce que je voulais quand même savoir la fin, mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie du roman que j'ai lu en diagonale, et là aussi le deuxième tome, je ne le lirai pas en 2026 parce que la plume ne m'avait pas convaincue non plus, et les personnages sont les mêmes, donc je pense pas que je les aimerai, on va dire. Ensuite, nous avons The Grandest Game. Je dirais une déception, pas vraiment une déception, mais plutôt juste un flop, que c'est retombé un petit peu comme un soufflet, un peu trop vite. J'avais adoré Inheritance Game, la première trilogie. Le 4e tome, qui se consacré que aux frères, ne m'avait pas totalement convaincu non plus. Et puis voilà, le tome 1 et 2 de The Grandest Game m'avait beaucoup perdu, parce que les énigmes, les jeux, les intrigues entre chacun des personnages étaient devenues beaucoup trop compliquées. J'ai essayé de lire du coup The Grandest Game 2, et là vraiment, après un an du premier tome, j'ai pas réussi à me remettre toutes les idées en place, tout ce qui s'était passé dans le premier tome. En plus, il n'y avait même pas de résumé du tome 1. Et c'était beaucoup trop compliqué. Et du coup, vu que c'était trop compliqué, j'ai totalement perdu intérêt. Et c'était plus du tout facile d'appréhender. Et je prenais aucun plaisir, du coup, parce que je comprenais rien. Voilà. Et puis même, je trouve que Inheritance Game se suffisait à elle-même, cette première trilogie. Je l'avais vraiment adorée. Donc voilà, d'ailleurs dans ma bibliothèque, j'ai plus que la trilogie mère, les autres sont tous partis. Ensuite nous avons Géomancer, le tome 1, qui est je crois la Reine Louve. Alors là, c'est une histoire qui m'a pas du tout accroché au niveau du rythme. C'est plutôt une quête initiatique, je trouve. Celui-là, je l'ai pas terminé. Parce que j'ai pas accroché non plus. Pourtant, c'était un livre assez court. Mais voilà, il n'y a pas eu de petite flamme qui a fait que j'ai été happée par cette histoire et par les personnages et par la quête. La quête était plutôt
je dirais, loyal et brave, mais j'ai pas accroché. Voilà, j'ai vraiment pas accroché. Pareil, là, il y a le tome 2 qui va sortir, je crois, ou qui est sorti. Mais voilà, ça a pas accroché, ça a fait un petit flop, c'est pas forcément une déception, c'est juste un... Voilà, là aussi, ça l'a pas fait, quoi. Ensuite, nous avons un nouveau Jennifer Bell, qui est Wonder Game. Alors là, ça a été un flop, parce que c'est un monde érigé autour d'un jeu vidéo, en réalité virtuelle, je crois. Et en fait, c'était tout ce côté jeu vidéo, savoir si... Je comprenais pas comment il... Enfin, je ne savais pas la limite entre la réalité et le jeu. Est-ce que les enfants avaient mis un casque de réalité virtuelle et du coup ils étaient dans ce jeu plongé vraiment comme si c'était la réalité? Mais alors, quelle est la, la, la fenêtre... Enfin, je veux dire, quelle est la limite entre les deux? Et du coup, ça, je trouvais que c'était quand même assez flou. Un peu comme Magicalia, où on exploite pas mal de bonnes idées, mais c'est pas fait de la manière la plus claire, et du coup, ça nous perd un petit peu. Et là aussi, celui-là, par contre, je l'ai terminé, parce que j'étais quand même curieuse de savoir où est-ce qu'on allait, mais c'est vrai que ça m'a perdu un bon moment. Euh, c'est dommage, parce qu'en plus, c'était un one-shot, donc ça aurait pu très très bien le faire, mais c'est vrai que les jeux vidéo, c'est pas déjà mon dada premier. J'ai pas vraiment une affinité particulière avec ça. Et avoir tout un monde qui est créé autour de ce jeu, ça me paraissait quand même un petit défi pour moi et quand même intéressant. Mais voilà, là ça ne l'a pas fait, mais je pense que en fait tout est dû à la plume qui n'est juste pas faite pour moi parce que Magicalia ça ne l'a pas fait non plus. Voilà, je pense que c'est juste un problème de plume et puis voilà, et puis ce contexte de jeu vidéo qui me touche pas particulièrement, c'était pas le meilleur des combos. Ensuite, nous avons À faire peur qui va à peu près, enfin qui va dans la même lignée que ce que je viens de vous dire pour Wonder Game. À faire peur, c'est une BD à visée frisson qui là aussi va tourner autour des jeux vidéo. Et du coup, là aussi, ça m'a pas particulièrement fait frissonner parce que le grand méchant, c'est une espèce de gros ordinateur et qui bloque les enfants dans des jeux vidéo. Donc, ouais, c'était pas très frissonnant, c'était beaucoup trop rapide, les personnages étaient un petit peu creux, et puis voilà, le grand méchant qui est un méchant ordinateur, ça m'a pas, ça m'a pas tellement plu, donc voilà, c'est un petit flop. Ensuite, nous avons À Cotard. Écoutez, j'ai réessayé de relire un palais d'épines et de roses. Malheureusement, là aussi, ça ne l'a pas fait. Hein. Par deux fois, j'ai essayé de le lire en 2024, ça n'a pas fait. J'ai re-essayé de le lire en 2025, ça n'a pas fait. Pourtant, je l'avais acheté et tout ça, donc vraiment, voilà, j'avais mis du bon cœur à l'œuvre. Mais voilà, malheureusement, j'ai beau essayer de me convaincre de lire cette série et d'aimer cette série, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ce premier tome ne me convainc vraiment pas du tout, en fait. Et quand j'en parle autour de moi, il y en a beaucoup qui me disent, mais en fait, l'histoire devient vraiment intéressante à partir du troisième tome. Sauf que vraiment, voilà, il faudrait que je commence au troisième tome. Mais vraiment, j'ai vraiment pas le temps d'attendre trois tomes pour enfin aimer une histoire. Mais c'est vrai que ce premier tome-là, j'y arrive vraiment pas. J'arrive vraiment pas. Le rythme de l'histoire, les personnages ne sont pas du tout convaincants pour moi. Donc, ouais, voilà. C'est dommage parce que vraiment, j'avais super. Je voulais vraiment aimer cette histoire. Je voulais vraiment l'aimer. Mais j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas. J'ai réessayé, chose que je ne fais quasi jamais. J'ai réessayé, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est dommage. Là, pour le coup, je laisse tomber. Peut-être que je sais pas. Peut-être un peu plus vieille, j'arriverai un peu plus. Je sais pas. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, voilà, je laisse tomber le projet À Cotard. Ensuite, ce qui a été un petit flop aussi, c'est Cruel Garçon Perdu. Donc le premier, c'était The Never King que j'ai lu. Disons que ça a été mon premier livre spicy que je lisais. Le premier tome était pas mal, c'était dépaysant, c'était vraiment très très cru. J'aimais pas trop ce côté-là. Mais je me suis dit, voilà, pourquoi pas, autant essayer, quoi. Et après, du coup, j'ai voulu essayer le tome 2, et le tome 2, j'ai arrêté vraiment, je crois, au un tiers du bouquin, du tome 2, parce que c'était devenu beaucoup trop cru, ça venait de nulle part.
ça servait pas à l'histoire, enfin bon, voilà, j'aimais vraiment pas du tout. Mais au moins, ça m'a mis le pied à l'étrier pour les harems inversés, et j'ai trouvé d'autres séries de harems inversés que j'ai énormément aimées. Mais c'est vrai que Cruel Garçon Perdu, je finirai pas cette série parce que vraiment, on regardait un site internet, c'était les mêmes choses. Donc, ouais, j'ai pas du tout accroché à ce tome 2. Mais voilà, ça m'a ouvert la voie à d'autres séries comme Kingwood Academy ou comme l'Académie Firestone, l'Académie Hawthorne. Voilà, il y a d'autres séries qui sont beaucoup mieux écrites et où le spicy est un peu mieux mélangé à l'histoire, intégré à l'histoire, que là, c'était vraiment du tout et n'importe quoi. Et puis, c'était beaucoup trop cru, quoi. Donc bon, voilà. Ensuite, une petite déception, du coup, c'est l'école des failles errantes. Je l'avais eu en service de presse Pocket Jeunesse. Alors, cette histoire était un petit peu bizarre de par ses personnages. On a une héroïne dans l'histoire, dans cette école, qui est sourde. Non, qui est muette, pardon. Non, elle est sourde. Elle est sourde, je crois. Et donc, on a cette héroïne-là, et on a notre héroïne, celle qu'on va suivre, qui va intégrer cette école. Donc des écoles de faé, alors ça, j'ai jamais compris vraiment le terme. Il y a sailing, demi-sailing, je sais plus, enfin bon. Demi-célie, un truc comme ça. Et du coup, notre héroïne à nous n'avait quasiment aucune ligne dans les dialogues. Alors que l'autre fille, qui est sourde, vraiment, c'est elle qui fait tous les dialogues. Et du coup, on n'apprend pas du tout à connaître notre héroïne. Et du coup, je n'avais aucune attache avec notre héroïne. Et du coup, ben, j'avais été vraiment... ouais, pas déçue, mais bon... je dis mince quand même, on a une héroïne qui ne parle pas, on n'apprend pas à la connaître, c'est elle qui est censée porter l'histoire comme tout héros ou héroïne, et au final c'est plus son autre copine qui va faire tous les dialogues, qui va expliquer les choses, qui va présenter l'univers, etc. Et puis notre héroïne à nous va quasi pas parler, et puis le peu où elle va parler, ça va être des phrases bateau, mais vraiment très très bateau, et du coup ça va donner des dialogues très très pauvres, et puis on va se demander quand est-ce que ça va vraiment démarrer, quand est-ce que notre héroïne va prendre une place dans son histoire. Euh, donc voilà, c'était cette héroïne-là qui me... Je comprenais pas trop le principe de ne pas la faire parler, de ne pas la faire participer. Donc bon, voilà, c'était très dommage. Ensuite, nous arrivons vers les 6 derniers. Nous avons La Maison des Oubliés de Peter James. Donc, je voulais lire La Maison des Oubliés parce que j'avais adoré 47 Allées du Lac de Peter James. Hein, je l'ai. 47 Allées du Lac, il est là-haut. Et du coup, j'avais très très envie de lire La Maison des Oubliés. Sauf que, en fait, une fois que j'ai commencé La Maison des Oubliés, je me suis rendu compte que c'était une sorte de pâle copie de 47 Allées du Lac. Sauf que c'était pas du tout la même qualité. Et je me suis franchement ennuyée. Ce qui est très très dommage. D'autant plus qu'en plus, il y avait un lien qui était en train de se faire entre 47 Allées du Lac et La Maison des Oubliés. Mais vraiment, c'était... en les lisant proches comme ça, j'avais vraiment l'impression de lire les deux mêmes histoires, mais à deux niveaux de qualité différentes. Donc c'était très très dommage. Je l'ai pas terminé du coup parce que je m'ennuyais vraiment. Je crois que j'avais lu là, pour le coup, j'avais lu les 2 tiers et... aucun intérêt pour l'histoire, les personnages non plus, donc voilà, c'est dommage. Ensuite, autre petite histoire qui m'a un petit peu déçue, c'est Horror City. Alors, attention, parce qu'en ce moment, ils en font un petit peu la promo, parce qu'il y a le tome 2 qui va sortir en 2026, et ils comparent cette histoire à Stranger Things. Ce qui est complètement, je dirais... pas faux, mais il ressemble pas plus à Stranger Things que tout autre roman où on voit une bande de gamins qui va lutter contre le mal dans une petite ville. Hein. Des romans comme ça, il y en a vraiment par milliers. Hein. Donc Horror City n'a pas vraiment une ressemblance particulière à Stranger Things. Donc déjà, je pose ça là parce que bon, c'est surtout, je pense, une manière de commercialiser le livre, mais je veux pas trop que ce soit mensonger.
Donc au niveau de l'histoire, en effet, donc on trouve une bande de jeunes qui sont dans une petite ville et puis ils vont, par les vacances d'été, ils s'ennuient, ils vont essayer de faire de l'urbex dans une ancienne station de radio. Donc on va suivre leur périple dans cette station radio. On va dire que les 2 tiers de l'histoire se passent dans cette station. Euh, et j'ai pas tellement aimé tout ça parce qu'on n'a pas tant je veux dire, de liens entre les personnages. Ça arrive, tout arrive trop vite, tout sort de nulle part. Ouais, c'était. Disons qu'on ressort de cette histoire sans vraiment être marqué par quoi que ce soit. Vous voyez, c'était. Ouais, on a passé un bon moment, mais un peu trop rapide, et puis on sort de cette histoire, on l'a déjà oublié, quoi, une fois qu'on a fermé le bouquin, et puis on passe très très vite à autre chose. C'est ça, il y a pas vraiment quelque chose de marquant dans cette histoire, quelque chose de très original. Donc c'est vrai qu'avec toute la com qu'on en faisait autour, eh ben, voilà, un petit flop, parce que il n'y a rien de bien original. Ensuite, nous avons Wicked, donc de Jennifer Ellermann-Trout. Alors, j'ai lu ce tome 1 et je m'étais vraiment vraiment bien éclatée les 2 tiers du roman. Ensuite, le troisième tiers, ça m'a un petit peu gonflé, la tournure des choses, la tournure comprise les choses dans l'histoire avec les personnages. Et je me suis dit, oh non, pourquoi on part dans ce truc-là alors que on aurait pu faire quelque chose de bien mieux. Donc voilà, ça c'est plus une histoire de goût personnel parce que c'est la tournure de l'histoire qui ne m'a pas convaincue, qui ne m'a pas plu. Et j'imaginais pas que ça allait dans ce sens et du coup ça m'a perdu en fait, ça m'a complètement déstabilisée et du coup je lirai pas la suite. Mais là aussi c'est une histoire qui plaît à la majorité. Mais bon, voilà. Moi ça ne l'a pas fait, alors que pourtant, en story et tout, quand je faisais les updates, j'aimais vraiment beaucoup ma lecture, hein, mais voilà, arrivé aux 3 quarts, c'était terminé parce que c'était pas du tout ce que j'espérais et ce que je voulais. Donc voilà, c'est dommage. Ensuite, nous arrivons aux 3 derniers. Nous avons Le Secret des Enchanteurs de Nadine de Bertoli. Nadine de Bertoli, c'est une autrice que d'habitude j'aime énormément. Mais là, Le Secret des Enchanteurs, ça ne m'a pas plu tant que ça. Disons qu'il y avait un énorme problème de rythme là aussi. C'est qu'on démarre sur les chapeaux de roue. On apprend énormément de choses sur les sociétés secrètes, sur les objets enchantés, sur ceux qui peuvent avoir de la magie, ceux qui peuvent ne pas en avoir, comment ils peuvent en avoir, etc. Et puis, je m'en souviens, je l'avais lu pendant les vacances, donc vraiment j'avais le temps de me poser avec cette lecture, hein, parce qu'on était à l'hôtel et tout, donc on mettait pas la télé parce qu'on dormait avec le petit. Donc voilà, on va dire la moitié de la journée, on était à l'hôtel parce qu'il dormait. Et j'avais vraiment le temps de me poser, et vraiment, à un moment donné de l'histoire, ils vont devoir se cacher. Et en fait, ce moment de l'histoire va prendre énormément de place dans l'histoire, et du coup, ça a mis un gros coup de frein dans l'enchaînement de l'histoire, et du coup ça m'a complètement perdu, j'ai totalement décroché et du coup j'ai vraiment sauté ce passage-là qui était quand même je crois entre 100 pages peut-être et je suis allée directement à la fin pour savoir s'ils allaient sortir et puis comment ça allait se finir. Voilà, donc c'était vraiment très très dommage, ce gros coup de frein qui a cassé tout l'entrain qu'il y avait à la base. Il y a un tome 2 qui est sorti, mais là aussi je ne le lirai pas. Donc voilà, c'était très dommage. Ensuite, nous avons Language of Dragon. Alors là, j'avais beaucoup comment d'entrain pour cette histoire aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de choses. Bon, c'est normal, c'est une traductrice, hein. Mais je pensais pas que le côté traduction allait prendre autant de place dans l'histoire. Et j'avais pas forcément envie de lire un manuel de traduction. L'héroïne, je n'ai pas tant accroché que ça. Je trouvais que c'était assez rapide la façon dont les choses se déroulaient à sa faveur et en sa défaveur, hein. Mais l'histoire, par exemple, au bout de 50 pages, elle arrive à, à convaincre un dragon de faire quelque chose pour elle. Je me dis, mais attends, c'est aussi simple que ça. Enfin bon. Voilà, j'ai pas été convaincue par l'héroïne, j'ai pas été convaincue par le déroulement
des événements, et pourtant j'avais mis vraiment de grands espoirs dans cette lecture. Mais voilà, il y avait ces problèmes-là qui ont fait que ben, j'ai pas accroché, pour le coup, je l'ai pas terminé. Je l'ai pas terminé, bon bah voilà, hein, c'est comme quelques-uns, mais bon, la plupart je les ai lus quand même. Ensuite, le dernier, c'est Liberté oblige. Et je pense que ce livre-là est ma plus grosse déception de 2025. Parce que Noblesse oblige, je l'avais adoré. Vraiment, Noblesse oblige, je l'ai gardé d'ailleurs. Elle amène... Il est où? Ah non, je l'ai viré aussi. Ah, peut-être. Bon, quand même. Ah non, non, je l'ai viré. Ah non, Noblesse oblige, je l'avais lu en emprunt, c'est pour ça que je l'ai pas. Donc voilà, j'ai eu Liberté oblige et en fait j'avais adoré Noblesse oblige, qui est une version un peu plus young adulte que la série de la sélection, en gros, beaucoup plus adulte avec ses histoires de courses, ses intrigues politiques, ses courses à la couronne, enfin bon. J'avais énormément aimé le premier tome et c'était terminé sur un énorme cliffhanger qui m'avait beaucoup plu. Mais alors le deuxième tome, c'était devenu beaucoup trop politique pour moi. Et en plus c'était une brique et ça, on s'en sortait pas de ces magouilles politiques. Et je n'en sortais plus. Je n'avais plus ce plaisir un petit peu coupable et frivole du premier tome. Là on a bien compris, voilà, elle a la couronne, elle veut se venger, elle veut remettre les choses en ordre pour tout le monde, mais c'était beaucoup trop politique et moi j'en pouvais plus. J'aime bien les intrigues politiques quand c'est bien mélangé avec un autre arc narratif, mais quand c'est que de la politique, ça me gonfle très vite parce que du coup ben, je m'ennuie, je comprends plus rien, voilà, ça devient beaucoup trop casse-tête et puis moi je lis pas pour me prendre trop la tête non plus. Donc voilà, c'était vraiment une grosse déception parce que j'avais adoré le premier tome, mais le côté politique a pris beaucoup trop de place et du coup je l'ai même pas terminé. J'ai arrêté je crois à la moitié et je crois qu'il y a à peu près 500 pages, donc en vrai j'ai quand même lu la moitié, hein, mais voilà, ça m'a totalement refroidi. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré mon accent de canard. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis eh bien à l'année prochaine et puis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.